Nous accueillons aujourd'hui Pierre Guillet. Pierre Guillet est entrepreneur, chef d'entreprise, qui s'appelle Esion, ou Esion, voilà, pour les anglo-saxons. Esion est une entreprise de détection du gaz. C'est ça à peu près? Oui. Enfin, Voilà, on verra, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. mmh. Comme entrepreneur, Pierre Guillet est aussi, à côté, en plus d'être entrepreneur, est aussi chrétien. Il essaye de vivre l'évangile partout dans sa vie et donc aussi dans son entreprise. Et il a rejoint le groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, des EDC, pour que entre entrepreneurs, entre dirigeants, ils abordent la question de leur travail à la lumière de l'évangile. Et l'année dernière, le 18 mars, Pierre a été élu président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui couvre à peu près 3500 entrepreneurs et dirigeants. Et pour ce cycle de conférences sur le don, la gratuité, nous avons souhaité le solliciter pour qu'il nous dise, et dans l'entreprise, est-ce que le don, la gratuité est quelque chose réel, possible, ou alors c'est simplement une vue de l'esprit ou pour des gentils idéalistes. Voilà. Pierre, nous nous connaissons depuis au moins 15 ans, puisque lorsque j'étais au ministère à Arveil, tu étais déjà engagé au service des autres dans le scoutisme. Et j'ai cru comprendre que tu es toujours un petit pied dans le scoutisme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est pour dire que c'est avec plaisir que je te retrouve. Et maintenant, la parole à toi. Merci à tous d'être là. Vous pourrez nous retrouver aussi sur... Bonjour aussi à vous qui nous regardez sur Internet en différé. Et on y va. Ça va? Ça va, parfaitement, merci. Normalement, on m'entend. Je ne sais pas si ça marche. Ou il faut que j'ai un deuxième micro? Ouais. Très bien. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre 4, 10. D'accord, mais en entreprise, en fait, ces dons, on les vend. On les vend et le propre d'un dirigeant d'entreprise, c'est d'essayer de multiplier des talents, des dons de ses collaborateurs, voire de les révéler, pour que tout cela s'inscrive dans un projet d'entreprise. Mais le projet permet de dégager du profit. Et le profit est indispensable à l'entreprise pour vivre, pour se déployer, créer de nouveaux emplois, pour créer de nouveaux produits, de nouvelles solutions, donc pour innover, et enfin pour assurer sa pérennité. C'est-à-dire que la vitalité de l'entreprise, elle tient à sa trésorerie, et sa trésorerie, elle est issue du profit, et c'est ce qui fait qu'elle va permettre de pérenniser tous les emplois qu'elle a et les services qu'elle propose. Donc, le profit est important, voire essentiel à la survie de l'entreprise. Alors, sans être ultra-libéral, on imagine assez bien que la gratuité, le don, ça a difficilement sa place dans l'entreprise. Alors, on pourrait aussi imaginer qu'il y a des organisations, des entités qui déploient des prestations gratuites. C'est le propre, par exemple, des associations. Mais là aussi, c'est probablement une vue de l'esprit, parce qu'une association, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir apporter une prestation, un service, une action, eh bien, à un moment ou à un autre, elle va lever des dons, et c'est intrinsèquement une partie de l'organisation de cette association qui est tournée vers la collecte des dons. S'il n'y avait pas ces dons, eh bien, il n'y aurait pas les actions. Donc, en fait, dans l'entreprise comme dans des organisations qui ne sont pas des entreprises, qui n'ont pas une finalité de profit, il y a besoin de dégager une capacité financière. Ça, c'est essentiel. Alors, encore une fois,
est-il possible et comment est-il possible de faire de la place à la gratuité, voire au don, dans ce monde économique qui est quand même guidé par le profit. Si ça paraît paradoxal, je vais essayer de prendre le contre-pied de ce que je viens de dire en disant que la gratuité est probablement un levier de performance dans l'entreprise, voire un levier de fraternité qui va alimenter la performance. Et donc, ce que je vous propose, c'est de détailler, en fait, un certain nombre, dans 3 familles, un certain nombre d'événements vécus que j'ai vécus comme entrepreneur. Et à la lumière de ces événements, je vais essayer de vous montrer comment la gratuité permet la performance. Alors rapidement, je me représente un tout petit peu. Donc, je m'appelle Pierre Guillet, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite à Rueil-Malmaison, pas très loin d'ici. Et je dirige donc Esion, qui est une entreprise technologique qui développe, c'est vrai, des solutions pour mettre en sécurité des installations qui utilisent du gaz, mais le gros de son activité, c'est convertir les espaces de stationnement en espaces de mobilité avec de la technologie. Donc c'est en fait une gestion numérique des parkings pour lequel on développe des solutions en France et puis dans quelques autres pays. Il y a un an, alors Hugues, tu me pardonneras, mais je n'ai pas été élu, j'ai été appelé. Et ça, c'est une différence fondamentale, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'étais pas candidat, que je n'étais pas prêt, que je n'étais pas disponible. Et j'en parle parce que je vais en reparler après. C'est important. Et ça va être peut-être un peu le fil conducteur de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est le rapport au temps. Parce que ça, c'est une intime conviction que j'ai. La principale richesse que l'on a, c'est le temps et le bon usage de son temps. Et quand on pointe ce sujet du temps, en fait, on se rend compte que le bon usage du temps permet des actes gratuits. Alors, je vous propose une première famille, comme je le disais tout à l'heure, je vais en présenter 3, qui réunit en fait les dons ou les actes gratuits au sein même de l'entreprise. Alors le premier cas que je vais vous présenter, c'est celui d'un chantier qui se passe mal. Alors dans mon métier, donc on crée des solutions, on les développe, et aussi on va les déployer dans des environnements immobiliers. Et assez récemment d'ailleurs, on a un chantier qui s'est mal passé. Quand je dis mal passé, dans les faits, tout est relatif. La prestation commandée a été livrée. Et c'est sur les résultats de la performance de la solution qu'on a installée que notre client nous a en fait nous a demandé d'arrêter l'installation. Plus exactement, il nous a dit qu'il fallait désinstaller notre solution qu'il avait commandée parce que la performance n'était pas atteinte. Et la question de performance était vraiment subtile. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et là, évidemment, on a été très très ennuyés, on s'est réunis et en fait, on a décidé de proposer aux clients une autre solution sur laquelle il aurait une performance garantie
de 100%, mais qui était probablement moins large que celle qu'il avait commandée. Et cela, on lui a proposé gratuitement. On lui a dit, de toute façon, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez, parce qu'on a bien compris ce que vous attendiez, que vous ayez une performance plus qu'une solution et un résultat plus un ensemble d'équipements. Donc, on vous propose, à nos frais, de le faire. Et là, en fait, le client était déstabilisé parce qu'en fait, il s'attendait à ce que finalement on désinstalle, qu'on lui rembourse les acomptes versés et puis qu'il passe à autre chose. Sauf que nous, on avait engagé beaucoup de moyens, on avait engagé du matériel qu'on avait commandé, qu'on avait transformé, adapté. Et donc, en fait, on a ouvert en fait un autre dialogue constructif. Et là, en fait, le client était déstabilisé parce qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose un acte gratuit qui nous a permis en fait de se reconnecter à lui et de partir sur d'autres conversations et déplacer le débat en fait. Donc l'idée, c'est dans ce cas de figure, c'est donner finalement avec probablement un peu d'espoir de retour quand même, pour essayer de changer le regard. Donc vous allez voir que dans les cas que je vais vous citer, il y aura toujours un don ou un acte gratuit qui peut être à dessein, c'est-à-dire qui attend un retour, un contre-don, voilà, ou bien un acte purement gratuit, où là, il n'y a aucune attente de retour, et vous verrez que, en fait, dans ces différents cas, c'est l'acte purement gratuit qui génère le plus de retours, mais qu'on ne va pas monétiser, qu'on va pas évaluer, parce qu'en fait, ça dépasse largement les questions financières. Le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'était celui de la mise en œuvre de la subsidiarité en entreprise. Alors, vous connaissez peut-être les principes de la pensée sociale chrétienne. La pensée sociale chrétienne étant la doctrine sociale de l'Église pour les catholiques, enrichie de textes protestants. Eh bien, dans ces 6 principes, il y a la subsidiarité. La subsidiarité, ça consiste à faire descendre le niveau de responsabilité le plus bas possible et en essayant de donner une autonomie en fait, aux personnes en étant toujours prêt à les former, à les accompagner et à reprendre la main si jamais ils n'y arrivent pas. Et donc là, dans mon entreprise, j'ai proposé justement la mise en place d'un fonctionnement subsidiaire sur notre département recherche et développement. Et en fait, ça a dépassé mes espérances, puisque la R&D dans une entreprise technologique, c'est a priori un centre de coût. Donc on cherche, on trouve parfois, pas tout le temps, et on essaie de développer les produits du futur. Donc on n'est pas dans l'instant T, on est plutôt dans des travaux qui sont pour le futur. Et dans les 2-3 dernières années, mon entreprise a connu les difficultés que toutes les entreprises ont pu connaître. Et donc, on a décidé de réfléchir à notre organisation sous plein d'aspects. Et sur la R&D, la subsidiarité nous a amené à mettre en place, en fait, la R&D comme un centre autonome qui génère ses propres recettes et qui est consciente de ses coûts. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça les a amenés à imaginer de commercialiser pour nos clients des prestations spécifiques qui permettent de couvrir une partie du coût de la R&D. Donc on a une R&D qui, de façon complètement subsidiaire,
s'est dit, mais c'est pas possible, on n'est pas qu'un centre de coûts, on produit des choses, mais ouais, mais aujourd'hui, on a besoin quand même d'avoir un équilibre économique au niveau de l'entreprise, et c'est pas forcément soit en vendant plus, soit en diminuant l'ensemble de nos coûts qu'on va le trouver. C'est peut-être en essayant de trouver des idées qu'on n'avait pas eues avant. Et il n'y a pas que les prestations spéciales pour des clients, puisque aujourd'hui, notre structure R&D est capable d'apporter des prestations dans nos domaines d'expertise à d'autres entreprises. Donc on a dépassé, donc ce qui devient finalement une force supplémentaire pour l'entreprise. Et donc dans ce cas-là, on a finalement donné cet espace. Alors gratuité, c'est un espace plus exactement d'autonomie sans calcul, qui au final a été très bénéfique pour l'entreprise. Donc là aussi, c'est créer des conditions de gratuité dans l'organisation qui permet après d'avoir je dirais un retour. Donc ce n'est pas l'acte purement gratuit. Le troisième exemple que je voulais vous donner dans cette partie, c'est l'accomplissement dans le travail bien fait. Vous avez tous une super conscience professionnelle. Vos collaborateurs, si vous êtes entrepreneur aussi, vous avez tous que des collaborateurs qui sont ultra consciencieux. Mais il y a quand même des situations où on a des gens qui sont plus ou moins impliqués. Et j'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, avec justement un collaborateur de ce service R&D, quelque chose d'assez étonnant, enfin qui moi m'a étonné. Je suis plutôt assez vigilant sur les horaires d'entreprise pour que voilà, les collaborateurs soient pas dans un investissement, un surinvestissement, et qu'ils aient une vie équilibrée. Et j'ai un collaborateur, on avait un problème de pénurie dans le cadre de la situation économique actuelle, de pénurie d'un composant qui nous a amené à revoir une solution. Et cette solution, elle était ancienne, et en fait, on a décidé de remettre complètement à plat cette solution. Et on avait un peu de stock de composants pour continuer à produire l'ancienne solution, mais on n'en avait pas beaucoup. Et donc, j'ai réuni les personnes qui étaient impliquées dans ce sujet-là, et je leur ai dit, voilà, eh bien, on n'a pas le choix, on va fonctionner en rétro-planning sur ce projet-là. Donc, cet ingénieur auquel je pense me dit, mais c'est quoi un rétro-planning ? Ben oui, parce qu'il fait partie de la R&D, et dans la R&D, on ne travaille jamais en rétro-planning, ou peut-être ailleurs, mais pas chez nous. On travaille en se donnant en fait des orientations, mais jamais une date butoir à partir de laquelle il faut qu'on travaille. Et là, il a complètement repensé sa façon de travailler. Donc déjà, il a découvert ce que c'était que le rétro-planning. C'était un rétro-planning à 3 mois, alors que son échelle de développement, c'est plutôt à l'année. Et en fait, il a revu complètement sa méthode de travail. Et récemment, c'était la semaine dernière, alors que voilà, on fait vraiment attention, je le répète, aux horaires, il est resté un vendredi soir jusqu'à minuit pour boucler un dossier technique pour une société qui travaille pour nous en sous-traitance pour fabriquer des circuits imprimés. Il avait fini son projet de circuit, donc il avait fait son routage, enfin techniquement il avait finalisé son projet, et il devait envoyer un fichier à notre prestataire. Et il était dans son rétro-planning, et de lui-même, voilà, sans compter, il a décidé de rester jusqu'au vendredi soir pour finir son travail. Et c'est ce que j'appelle voilà, la conscience du travail bien fait. Il ne pensait pas,
ce jour-là, moi, je n'étais pas dans l'entreprise, vous le saurez, parce que je ne travaille pas le vendredi. Et donc, j'étais même pas là pour lui parler, lui demander de partir. Et moi, je quitte l'entreprise à 19h30. Donc, il n'y a personne. Je suis quasiment toujours le dernier. Il n'y a plus personne dans l'entreprise à partir de cette heure-là. Et là, il est resté jusqu'à minuit. Et il m'en a parlé incidemment, sans calcul, en me disant, tiens, au fait, les dossiers, ils m'ont donné du fil à retordre, mais ça y est, j'ai réussi vendredi, j'ai tout bouclé. Et... Alors, je suis resté jusqu'à minuit quand même. Et voilà. Et là, il n'y avait pas de calcul de sa part. Si ce n'est, peut-être, là aussi, quand même, l'idée de ce retour qui était de bien travailler. Et dernier exemple dans cette rubrique propre à mon entreprise, je vais vous citer le cas d'un jeune stagiaire qui s'appelle Timothée. Pendant le Covid, c'était en 2020, c'était la première année, en 2020, on entendait tous parler de beaucoup de jeunes qui ne trouvaient pas de stage. Parce que les entreprises avaient fermé les écoutilles et en fait ne prenaient plus de stagiaires. Et donc on était tous sollicités pour prendre des stagiaires voilà, et pour les accueillir dans nos entreprises. Et si d'habitude on prend toujours 1, 2, 3 stagiaires, cette année-là, on en a pris une quinzaine. Donc on a vraiment ouvert... Et je vais vous parler de Timothée, parce que Timothée, c'est un cas un peu spécial. Timothée, donc c'est un jeune que je ne connaissais pas, qui poste sur un réseau social, LinkedIn, qui poste un petit message en écrivant « J'ai besoin d'aide, je pars en Erasmus tel moment, je dois faire un stage juste avant, j'étais dans une start-up qui m'avait pris en stage, et j'y suis resté quelques jours, puisque juste après être arrivé, le département auquel j'étais rattaché, mon chef et un certain nombre d'autres ont tous été mis dehors. Et donc, mon stage s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, il poste ça. Donc, je ne le connaissais pas, mais je vois dans mon fil d'actualité le message passer. Et il avait laissé son nom, son téléphone. Je réfléchis, c'était en fin de semaine, je réfléchis le week-end, je me suis dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Bon, on ne peut pas dire oui à tout le monde, parce qu'on reste une PME. Mais je me dis, il m'avait un peu interpellé. Et là, je l'appelle le lundi matin, je dis, voilà Timothée, tu cherches un stage, eh ben je te prends. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait faire, mais je dis, je te prends, on trouvera une solution. Je te prends. Et puis, donc il était super content. Et puis, je réfléchis, et 2 jours après, je le rappelle. Je lui dis, mais Timothée, tu fais tes études au Havre, tu habites à Rennes, comment tu vas te loger? Et il me dit, oh ben, je crois que j'ai une tante qui habite en région parisienne, à tel endroit. C'était pas du tout près de l'endroit où on est situé. Donc j'ai dit, écoute, je te prends à la maison. Et puis on se débrouillera. Dans les faits, je ne l'ai pas pris à la maison, parce qu'en en parlant autour de moi, j'ai un ami qui est prêtre du village où j'ai mon entreprise, qui dit, mais attends Pierre, nous on a un appartement là qu'on peut te prêter, on va le loger ton gars. Et donc il y a une solidarité qui s'est mise en place, et le jeune, donc il a fait son stage, il a été logé, il a eu une super expérience, et tout ça c'était complètement désintéressé. Donc là on rentre déjà un peu plus dans du don, parce que en fait toute l'entreprise s'est mobilisée pour l'accueillir, parce que tout le monde s'est pris un tout petit peu pour ce cas qui était quand même un petit peu particulier, et qu'on a voulu accompagner. Maintenant, je vais vous parler d'actes gratuits, non pas dans l'entreprise, mais dans l'écosystème de l'entreprise. Alors, dans l'écosystème de l'entreprise, je vais
je vais vous citer un seul. J'en ai pris 2, mais je pense que j'ai jusqu'à quelle heure? Parce que j'ai pas chronométré en fait, Hugues. À moins le quart, certains sont déjà partis. D'accord? 10 heures, c'est bouclé complètement. Et D'accord. ça serait bien qu'on ait un temps de questions. Donc, ouais, donc dans 10 minutes? 10 minutes, Ouais, 15. 10-15 minutes. Bon, donc je vais en prendre qu'un, je ne prendrai pas les deux, parce que sinon ça va durer un peu. Je vais vous parler d'une aventure qui nous est arrivée. On a décidé de créer un atelier de fabrication dans une prison. On est on est basé à Achères, dans les Yvelines, et juste à côté, il y a une prison, à Poissy. C'est une maison centrale. C'est donc une prison où on accueille, ou plutôt on met en détention des condamnés pour des longues peines. Et j'ai découvert qu'on pouvait donner du travail aux détenus et que c'était à la portée d'une PME. Mais je ne l'imaginais pas. Pendant un certain nombre d'années, je suis passé à côté de cette prison sans le savoir. Bref, j'ai décidé de m'y intéresser. Ça a pris un certain temps, 9 mois, pour expliquer et pour surtout essayer de déverrouiller les blocages et les idées reçues chez les collaborateurs qui en fait considéraient que un détenu qui est condamné à 15 ans, c'est qu'il le mérite et qu'il ne faut surtout pas qu'il en sorte. Voilà. Donc ça a pris du temps parce que je ne voulais pas lancer ce projet de façon illégitime. Et donc j'ai créé des petits ateliers d'échange, de discussion, pour que les gens, en fait, posent leurs questions. J'ai fait venir la directrice de la prison dans l'entreprise. Donc tout ça, vous imaginez que c'est du temps. Quand je disais tout à l'heure qu'on est riche de son temps et du bon usage de son temps, finalement, c'est du temps que j'ai consacré à ça et j'ai mobilisé d'autres collaborateurs. Donc c'est autant de temps qu'on n'utilisait pas pour produire, vendre, démarcher. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis, on a pris, je vous passe un peu les étapes, mais on a recruté un détenu condamné à perpétuité. Donc là, en plus, sans espoir particulier de sortie, donc d'accompagnement vers la réinsertion. Et dans mon esprit, c'était plutôt un accompagnement vers une forme de rédemption. Et donc, ça fait maintenant 4 ans, 4 ans et demi, et on a créé cet atelier. On a ce même collaborateur qui travaille pour nous, qui s'identifie maintenant comme un collaborateur de l'entreprise et qui m'a assez rapidement demandé quels étaient les objectifs que je lui donnais. Et assez rapidement, je lui ai dit que les objectifs que je lui donnais, c'était de progresser un tout petit peu plus chaque jour, parce que les résultats sont pas là. Les résultats économiques, c'est-à-dire sur la quantité, sur la qualité de ce qu'on lui demande, bah c'est très aléatoire. Et donc, moi, je continue à y aller entre aux alentours d'une fois par mois, à peu près. Ça me prend du temps, pas mal de temps, parce que quand on rentre dans une maison centrale, il y a pas mal de portes. Et puis après, on est devenu, on est devenu amis et on a créé un lien. Et donc, forcément, il part. Et il parle beaucoup et surtout pas de travail. Donc voilà, voilà, ce cas-là particulier était vraiment une démarche sans intention derrière. Et le fruit que ça a apporté, c'est que la personne dans l'entreprise qui était la plus bloquée, la plus réfractaire au sujet, qui est une de mes câbleuses qui fait du câblage électronique, et qui en plus m'a délégué CSE, elle était révulsée et elle m'a dit, moi de toute façon, je suis contre, on ne devrait pas faire ça, etc. Progressivement, j'ai réussi à la convaincre que ça avait un intérêt pour ce collaborateur, qu'il avait été déjà condamné une première fois, on n'allait pas le juger nous une deuxième fois, et que ce qu'on lui apportait, ça lui donnait un petit peu de revenus, ça lui permettait de mieux vivre, d'envoyer de l'argent à sa famille,
de désengager ses dettes vis-à-vis de parties civiles. Donc il y avait vraiment une utilité. Et j'ai vu cette collaboratrice s'ouvrir. Une première fois, quand cette année, enfin en fin d'année dernière, il a fallu aller faire le stock, évaluer le stock, donc, puisque notre atelier est au sein de la prison, donc on a tout installé là-bas, on a des composants, on a des outils, etc. Évaluer le stock de composants qu'on avait sur place. Je lui dis, Virginie, vous iriez pas faire le comptage des composants? Elle m'a dit, ah ben si, pourquoi pas. Donc elle y est allée, pas toute seule, mais elle y est allée. Et récemment, j'ai surpris ma collaboratrice. Quand on envoie en fait du matériel pour qu'il soit préparé à la prison, bah, on fait un colis, et puis on le dépose en quarantaine, et puis après il est contrôlé, et il va jusqu'à notre collaborateur. Et je l'ai surpris, parce que c'est moi qui amenais le colis. Elle avait mis un petit mot sur le colis, cher, je ne vous donne pas son nom, mais voilà, je te donne ça, etc. Signé Virginie. Je me suis dit, oh là quand même, c'est pas mal. Et pour le coup, lui-même, quand il envoie ses produits finis, je l'ai surpris à mettre des petits messages avec des petits dessins. Donc il y a une espèce de petite relation qui s'est nouée. Et je lui dis, vous savez Virginie, là, je discute un peu avec lui sur un dossier d'aménagement de peine. Bon, j'ai fait un courrier dans lequel je me suis engagé à le prendre si jamais il sort de prison. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Elle me dit, oui, je suis prête. Donc voilà, ça c'est le type de fruit qu'on peut avoir en posant un acte gratuit et auquel on ne s'attend pas a priori. Je vais maintenant vous parler d'une troisième et dernière famille d'actes gratuits ou de dons qui dépassent le monde de l'entreprise. Et pour ça, je vous citerai Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. Et là, je vais vous donner trois cas. Le premier, c'est la transmission d'expérience. J'ai eu à recruter récemment un candidat, et donc j'avais un certain nombre de candidats pour ce poste avec lesquels j'ai passé pas mal de temps, et en fait, tous les candidats étaient vraiment très bien calibrés, et j'ai décidé de passer du temps avec chacun pour donc des entretiens profonds. J'ai passé des entretiens de 3 heures avec chaque personne, donc 6 fois. Et donc, il y a des choses qui se sont passées, voilà, des liens. Et il y a un candidat en particulier que je n'ai pas retenu, qui m'a rappelé et qui m'a dit, écoutez, Monsieur Guillet, est-ce qu'on pourrait se voir? Parce que j'aimerais vous demander un conseil. Et en fait, il savait quel était mon parcours de reprise d'entreprise. Et je lui dis, bah, écoutez, ok. Donc j'avais passé 3 heures avec lui pour lui faire passer un entretien, je ne l'avais pas pris. Et on s'est revus après, et on a passé au moins 3 heures aussi. Je lui ai fait visiter l'entreprise, et je l'ai accompagné dans un projet de reprise d'entreprise qu'il avait mûri. Et aujourd'hui, il a finalisé sa reprise d'entreprise, et il a trouvé en fait sa voie, sans que l'entretien qu'on avait eu ensemble ne soit un échec pour lui, mais au contraire, ouvre sur une nouvelle opportunité, c'était peut-être de choisir une autre voie que le poste que je lui avais proposé. Et là, j'étais content parce que je me suis dit, ben voilà, on est toujours embêté quand on explique à quelqu'un qu'on ne va pas le prendre, mais voilà, j'ai décidé de consacrer du temps, un temps qui m'est précieux, mais que j'ai consacré à cette personne sans calcul. Et avec un fruit incroyable, puisqu'il a réussi à trouver une voie. Je vous parle maintenant de la notion de vocation. On parle beaucoup en France et chez les catholiques du travail.
chez les protestants, il y a cette notion de vocation qu'on appelle, en allemand, c'est Beruf. Beruf, c'est le travail, mais c'est aussi la vocation. Et en fait, j'ai réalisé que on pouvait s'accomplir dans son travail, mais qu'on s'accomplissait encore un peu plus quand on avait compris quelle était sa vocation. Et pour ça, je reviens donc sur la notion d'appel dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'année dernière, j'ai été appelé à la présidence des EDC. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas prêt, pas candidat. Et en fait, à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Et j'ai dû discerner sur la réponse que je devais donner à cet appel. Et le discernement, je l'ai fait avec mes proches, et j'ai décidé aussi de le faire avec mes collaborateurs. Pas tous, mais certains. Et je leur ai demandé si je m'engageais dans cette mission, ils me soutiendraient. Donc ils m'ont tous dit oui, mais j'ai une de mes collaboratrices, j'avais interrogé 3 personnes, j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit « Je suis fier de vous ». Alors bon, moi je faisais pas ça pour ça, hein, évidemment, mais je me suis dit « Ouais, quand même, là, ça prend une tournure que j'imaginais pas, et est-ce que c'est pas là ma place, justement ?» Et donc, ce que je n'imaginais pas non plus, c'est que répondre à cet appel, ça m'engagerait à consacrer 2 jours par semaine pour cette mission. 2 jours par semaine dans la vie d'un chef d'entreprise, même si ma semaine, elle est passée de 5 jours de travail à 6 jours, j'ai décidé, et là aussi en conscience, avec ma famille, avec mon épouse, de consacrer mes samedis aux EDC, en plus des vendredis. Donc, dans mon entreprise, ils savent que je ne suis plus présent le jeudi soir. Par contre, eh bien, ils peuvent me téléphoner, je réponds à des mails, etc. le vendredi quand même. Mais j'ai décidé d'essayer de trouver de la place dans mon agenda. Et j'ai décidé de nettoyer, en fait, mon agenda du temps mal utilisé. Il y a certainement encore des leviers pour trouver encore un peu de temps, mais, parce que je suis loin d'être parfait, mais j'ai trouvé le temps. Et aujourd'hui, je pense que je consacre suffisamment de temps dans mon entreprise, et je pense que mes collaborateurs sont... je ne vais pas dire ne voient pas de différence, mais en fait sont tout à fait satisfaits. Et parallèlement à ça, ben, je suis parallèlement donc président des EDC, c'est-à-dire que je pilote une autre équipe qui est assez large, une équipe de salariés, une équipe de bénévoles, et donc forcément ça demande un tout petit peu de disponibilité. Et enfin, je voulais vous parler du temps gratuit qu'on donne au Christ. Parce qu'en entreprise, on peut prier. Et donc là, je vous parle toujours comme depuis le début de ma situation, de mon cas personnel, mais je consacre tous les jours un temps certain, matin et soir, pour le Christ dans mon entreprise, pour lui confier mes projets, mes collaborateurs, mes impasses, mes erreurs. Donc là aussi, c'est encore un autre exemple de gratuité, de temps gratuit que j'ai décidé de donner, alors que je pourrais passer plus de temps dans mon entreprise. Donc je prends ce temps qui, moi, me permet, et c'est là le retour que j'ai, de renforcer encore mon unité
intérieur entre voilà, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle et ma vie de vocation, mon engagement. Voilà, donc je voulais conclure ce propos donc en redisant ce que j'ai dit au départ, c'est voilà, nous sommes riches de notre temps, il faut simplement en faire bon usage. Et je vous citerai Matthieu 19, 21, « Viens et suis-moi ». Et c'est la question que je me suis posée. Et moi, de quoi suis-je capable pour suivre le Christ? Lui consacrer un peu de mon temps. Merci. Ceux qui s'attendaient à avoir un topo théorique, vous avez découvert que finalement ça a été un topo plein d'exemples, de choses concrètes, ou d'une relecture d'expériences vécues par Pierre. Il a expliqué ces exemples, mais peut-être que vous auriez pu en tirer d'autres conclusions tout aussi pertinentes et positives. Je trouve que c'est assez original comme présentation. Merci. C'est à la fois un témoignage en fait, Oui. et en même temps avec des points d'attention. Oui, alors moi ma question, parce que vous avez parlé de la doctrine sociale de l'Église, et vous avez parlé également de profit, et moi je me pose la question de l'écologie intégrale et de la terre que l'on reçoit gratuitement. C'est comment dans votre entreprise vous traitez cette question aussi de l'écologie intégrale, parce que c'est un vrai souci pour le moment et dans le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la gratuité. Il y a un lien direct et évident, c'est que l'écologie intégrale, c'est mettre l'humain au centre. Et quand on investit sur l'humain, eh ben, il faut lui donner du temps. Parce que l'humain, c'est des échanges, c'est un temps sans calcul, on fait des petites relectures parfois de situations. Ce matin, j'ai confié à une de mes collaboratrices que je l'avais confiée dans mes prières. Elle vit des moments très difficiles en ce moment. Je l'ai confiée dans ma prière, je lui ai dit que je l'avais confiée au Seigneur, et je suis intervenu auprès de religieux que je connais qui prient pour elle aussi. Donc l'écologie intégrale, c'est prendre le temps quand il faut avec ses collaborateurs, et quel qu'il soit, sans calcul, on fait partie d'un ensemble économique qui a, et je le répète, mais alors sans scrupule, qui a vocation à dégager un profit pour assurer cette fameuse pérennité dont je parlais. Par contre, pas sans raison, et pas au mépris de beaucoup de choses, dont justement les personnes qui constituent l'entreprise. Donc, je ne vais pas ici détailler tous les aspects plus environnementaux sur lesquels on travaille, mais on les intègre évidemment. Mais pour moi, le sujet de l'écologie intégrale, c'est d'abord une question de l'humain, qui pour certains d'ailleurs, et ça c'est une petite parenthèse, considèrent que le problème de l'écologie, ou plus exactement du monde tel qu'il est, tel qu'il vit aujourd'hui, le problème c'est l'homme, et que la solution ce serait de se passer de l'homme. Nous, aux EDC, on pense que c'est exactement l'inverse, et on a créé une commission pour travailler sur la conversion écologique des entreprises de tous nos membres, et c'est un sujet aujourd'hui qu'on a pris vraiment à bras-le-corps. Oui, vous n'avez pas donné le nombre de personnes qu'il y a dans votre entreprise, et donc la structure sociale, je ne sais pas, je suppose que vous avez une structure sociale, un comité d'entreprise, avec des activités sociales. Non, c'est une PME, on est 25. On est 25 en tout. J'en ai trois personnes en Suisse et une au Canada. Donc on a juste un CSE, comité social économique, mais on n'a pas de délégué, on n'a pas de délégué du personnel et de comité d'entreprise. Mais on mène, et c'était un des propos, quelques actions, mais qui sont d'ordre justement plutôt écologique,
Notamment, on a dans la ville dans laquelle on est un potager urbain dans lequel on est impliqué et on y va le samedi. Voilà, qui veut. C'est pas du tout du domaine du comité d'entreprise qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est que chacun donne un peu de son temps pour pouvoir essayer d'aider dans le territoire à provoquer des situations je dirais, de contribution à l'économie locale. Vous avez parlé de la prière, il n'y a pas trop de surchauffe mentale par moment, comme le burn-out ou quelque chose comme ça dans votre entreprise non, vous êtes aidé par le Seigneur. De la surchauffe mentale, il y en a. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a, comme dans toutes les entreprises. Et c'est pas, on n'est pas parce que le dirigeant de l'entreprise prie et confie ses collaborateurs, ses projets, ses négociations, ses moments pas faciles. C'est pas pour ça que je suis protégé plus que n'importe qui. Mais je suis apaisé. Je trouve des solutions. Et comme je mets l'humain au centre, eh bien, voilà, là aussi en subsidiarité, on arrive à souvent trouver des remèdes aux problèmes. Après, les questions de surmenage ou de burn-out, et là, c'est encore une fois très compliqué quand on est chef d'entreprise, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est surtout pas médecin, psychologue, psychiatre ou que sais-je. Et donc, on se rend compte que l'intimité de la vie des gens, on ne la connaît pas. On connaît la face professionnelle, mais la facette plus personnelle, voire intime, on ne la connaît pas. Et souvent, des problèmes qui peuvent aller jusqu'au burn-out sont liés à une combinaison de facteurs. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas que l'entreprise soit un facteur aggravant. Et je fais tout pour ça. Mais par contre, éviter j'ai des collaboratrices, j'ai en tête 2 collaboratrices dont le conjoint les a quittées dans des situations parfois violentes. Et moi, j'ai essayé de tout faire pour les soutenir, leur accorder du temps, des moments pour parler avec moi. Mais voilà, mais en fait, on n'est pas à l'abri et parfois ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait vu venir. Hein. Donc non, il y a aussi ces cas-là chez moi. Peut-être juste une observation et une question. Je suis intimement convaincue du retour sur investissement des dons qu'on peut faire dans le monde professionnel. En revanche, je crois que c'est vraiment capital de bien souligner, enfin pas forcément de mettre l'accent dessus, mais en tout cas que ça se sache, non pas pour se vanter, c'est pas la question, mais je rebondis un petit peu sur le burn-out, on s'expose quand même au risque d'être déçu et de manquer de reconnaissance si justement un collaborateur s'investit énormément. Et que ça ne se sépare. Vous avez donné en exemple celui qui travaillait jusqu'à minuit. Je trouve que c'est très important que vous l'ayez su. De la même façon que le petit mot dans le colis, vous l'avez vu. Oui. Et voilà. Et du coup, ma question, ça serait justement, est-ce que vous avez des idées ou des exemples pour ainsi dire, prévoir le temps où alors il y a l'entretien individuel peut-être qui peut être cette occasion-là, mais des temps où on rend un peu grâce justement pour toute cette gratuité qui a été donnée par les collaborateurs comme par les dirigeants, afin justement d'éviter, vous voyez, que ça pourrisse un peu, quoi, que l'un ou l'autre, le collaborateur ou le dirigeant, se retrouve avec ce sentiment quand même, j'ai beaucoup donné, mais tout ça un peu trop gratuitement. Alors, ça me fait légèrement sourire parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue en entreprise sur la reconnaissance avec un certain nombre de collaborateurs. Je ne connais pas d'entreprise où on ne parle jamais de besoin de reconnaissance. Je dirais, même si on a le sentiment de faire ce qu'on aimerait, enfin être bien, c'est jamais assez. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, évidemment, il faut rendre grâce, il faut célébrer, mais on ne le fait jamais assez. Et ce que j'ai dit en retour, quand on avait parlé on avait fait un petit atelier là-dessus sur les idées
qu'on avait imaginées pour justement reconnaître des contributions, soit exceptionnelles, soit voilà, des attitudes particulières qui allaient vraiment dans un sens collectif intéressant. Je vais conclure en leur disant, vous savez, le patron, personne s'occupe jamais de reconnaître en fait ce qu'il fait. Moi, on ne m'a jamais dit dans mon entreprise, pourtant je m'entends bien avec tous mes collaborateurs, personne ne m'a jamais fait de témoignage de reconnaissance. Et je leur ai simplement dit que moi, j'en avais pas besoin. La seule chose que j'attendais d'eux, c'est de temps en temps des encouragements. C'est pas tout à fait pareil, mais c'était des encouragements pour me dire, c'est dans la bonne direction, continuez. Voilà. Mais le dirigeant, il a aussi besoin d'un peu de... Ouais, c'est important parce que il faut qu'il y ait une réciprocité. C'est jamais seul le collaborateur qui reçoit. Forcément, il faut qu'il y ait de la réciprocité. Je pense que c'est important. Dans le don et le partage, il y a deux personnes, celui qui donne et la personne qui reçoit. Comment faire en sorte que la personne qui reçoit ne se sente pas humiliée? Parce que cela arrive parfois. Qu'on donne sans espoir de retour et la personne qui reçoit n'est pas, disons, aussi heureux ou content qu'on pensait. C'est deux choses différentes. L'humiliation et l'absence de manifestation ou de gratitude de ce qu'on en a reçu. L'humiliation, j'ai jamais connu ça. De personnes qui se soient senties humiliées par un don ou par un acte gratuit. Par contre, il peut y avoir des personnes mal à l'aise, ça peut. Notamment dans la reconnaissance, je sais qu'il y en a qui ne veulent surtout pas qu'on les mette en avant, qu'on les mette à l'honneur. Moi, je sais que avant d'être appelé aux EDC, j'avais raconté quelques aventures d'entreprise, parmi celles dont je viens de vous parler, et d'autres, parce que la vie d'une entreprise, c'est des histoires comme ça tout le temps. Et j'avais discuté de ça avec une personne, il me dit « Mais Pierre, tu sais, tu devrais en parler ». Et en fait, moi, je prenais toujours le contre-pied en me disant « Mais non, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas me mettre en avant ». Mais si, tu peux en parler parce que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes à peut-être tenter des choses similaires. Voilà. Donc, c'est vrai, on ne mesure pas, mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas faire de calcul, parce que si jamais on se dit, soit on va faire mal, soit on va humilier, soit on n'aura pas assez de reconnaissance, en fait, c'est un frein, et puis on ne fait pas. Donc je pense que l'acte gratuit, il doit être sans calcul. Et puis après, à la grâce de Dieu. Merci beaucoup Pierre pour ce super témoignage. Je crois que moi, ce que je retiens, ce qui m'a marqué, c'est qu'il faut de l'audace, parce qu'il faut de l'audace pour couper le rythme habituel des jours. C'est une décision différente. Il faut savoir à un moment donné stopper, prendre du recul et se dire je fais quelque chose de différent. Il faut de l'audace parce que, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr des fruits, on ne sait pas très bien, et peut-être qu'on ne les verra même pas nous-mêmes. Mais il y a cette foi, comme la foi en Dieu, qui est de se dire ça va porter des fruits. Et ce qui est sûr, c'est que quand on voit les fruits, généralement, ça change en profondeur, parce que justement, c'est différent, c'est beau, et ça va vers le bien, donc ça soulève des montagnes. Merci, et je rebondis une dernière fois. En fait, c'est aussi, là encore une fois, sans calcul, mais un facteur d'attractivité de l'entreprise. Et pourquoi, en fait, on n'a pas de turnover? Pourquoi il y a des jeunes qui viennent à HR alors qu'ils sont développeurs, ils préféraient peut-être vivre à Paris ou travailler près de là où ils habitent? C'est parce que, justement, il y a une façon différente de créer du lien entre nous, de mettre l'humain au centre, et ça se voit, même si ça se voit et ça se vit. J'ai relevé juste pour moi qu'en allemand, vocation et travail avaient un sens commun, et on est riche de son temps et du bon usage qu'on en fait. Merci. Vraiment, c'est une belle troisième conférence qui nous garde dans le rythme pour la quatrième qui aura lieu la semaine prochaine, sous un autre angle, des relations familiales entre don et contre-don. L'expression contre-don
Il est déjà apparu plusieurs fois dans nos conférences. Et donc avec Jacques Arène, psychologue clinicien et psychothérapeute, qui viendra ici nous parler de la vie du couple, de la vie en famille, donc le don et le contre-don. Si tu savais le don de Dieu, don et gratuité, les conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte, la Défense, se poursuivent donc. Alors il y a un événement qu'il nous faut vous annoncer ou vous rappeler, c'est le Parvis solidaire. Le Parvis solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est lundi 20 mars à 19h30 dans l'amphithéâtre, dans l'auditorium de Cœur Défense. Et vous allez avoir 9 associations qui vont présenter leurs projets, qui ont besoin de financement. Et si vous avez la possibilité de participer à cette soirée et de financer ces différents projets, eh bien, venez. C'est des projets de plusieurs milliers d'euros, voire de dizaines de milliers d'euros, et qui ont besoin de financement. Parvis solidaire, ce sont des projets d'activités d'associations qui sont autour de la Défense et dans les Hauts-de-Seine, portés par la Fondation Sainte-Geneviève. Plusieurs entreprises de la Défense et d'ailleurs ont annoncé leur présence parce qu'elles ont repéré tel ou tel projet ou parce qu'elles ont vraiment envie de montrer leur participation à la vie solidaire au sein de la Défense. Donc, merci d'annoncer le Parvis solidaire. C'est donc le lundi 20 mars à 19h30 à Cœur Défense. Vous trouverez tout sur parvissolidaire.org sur Internet, organisé donc par la Fondation Sainte-Geneviève. C'est la deuxième édition. La première avait lieu juste avant le confinement et c'était une ambiance festive, heureuse, où les gens venaient présenter leurs projets. Peut-être que tous n'ont pas été financés à 100%, mais ça donnait un élan de générosité. Certains venaient en se disant, de toute façon j'y vais, mais je ne donnerai rien. Ils repartaient en ayant laissé de l'argent et étaient contents de l'avoir fait. Donc vraiment, allez-y, vous verrez, ça vous fera vraiment du bien. Lundi 20 mars, 19h30, à Cœur Défense. Voilà. Et puis, ah oui, un bouquin que tu nous avais proposé, c'est toi qui tu le connais, Oui, celui-là? oui, Vas-y. oui, c'est un livre qui a été édité par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui réunit 33 témoignages de dirigeants sur toutes les phases de la vie de l'entreprise. Donc des dirigeants chrétiens qui témoignent en fait de leur vie d'entrepreneur. Alors, dis le titre. Et le titre, c'est Humaniser l'entreprise. Chez MAM. Chez MAM, voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette troisième conférence. La semaine prochaine, donc, je l'ai évoqué avec Jacques Arène.